Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au principe de Fermat et au stigmatisme, le lien qu'il y a entre les deux et les conséquences que cela a sur l'optique ondulatoire. Alors avant toute chose, on va recibler un petit peu le lien entre l'optique géométrique et l'optique ondulatoire, et en particulier la notion d'onde et de propagation d'onde avec celle du rayon lumineux en optique géométrique. Alors prenons l'exemple d'une onde plane, mais tout ce que je vais dire va être valable pour tous les types d'ondes monochromatiques. Donc si on prend une onde plane qui se propage dans la direction du vecteur d'onde, on a ce schéma-là, on a des plans d'onde qui sont comme ça, et puis des fronts d'onde, et puis on a notre vecteur K qui est perpendiculaire à tous les fronts d'onde, qui est toujours perpendiculaire aux fronts d'onde. Maintenant, si on s'intéresse à l'énergie véhiculée par cette onde, il faut regarder le vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, il nous donne la densité de flux liée à la propagation d'une onde électromagnétique, et vous allez voir dans vos rappels de cours d'électromagnétisme, et on montre que le vecteur de Poynting, c'est E vectoriel B sur mu0. Si on regarde un petit peu là-dedans, on sait que KEB forme un trièdre direct, donc si vous faites E vectoriel B, vous allez obtenir finalement un vecteur dans la direction de K. En effet, vous allez obtenir un vecteur qui est perpendiculaire à E et un vecteur qui est perpendiculaire à B, le vecteur K l'est, et en plus vous allez obtenir la direction de K puisque c'est un trièdre direct. Donc finalement, le vecteur de Poynting, qui va nous donner simplement la propagation de l'énergie de l'onde, qui va correspondre à la propagation du flux d'énergie de l'onde électromagnétique, il va être porté dans la direction du vecteur K, dans le sens et dans la direction du vecteur K. Alors si on accroche ça à la définition du rayon lumineux, finalement, ça colle très très bien en disant que le rayon lumineux, ça correspond à la propagation de cette énergie, et donc on se retrouve avec un rayon lumineux qui est totalement porté par le vecteur d'onde. Donc en fait, le rayon lumineux va suivre réellement les vecteurs d'onde en progressant de proche en proche. Et donc ça a une deuxième conséquence, c'est que le rayon lumineux va être lui également perpendiculaire au front d'onde. Donc ça c'est une vision qui est vraie, qui est simple, et qui va nous permettre de comprendre différentes choses que je vais vous présenter maintenant. Donc imaginons la situation suivante, j'ai une onde qui se propage dans un milieu d'indice n, on précise ça, et c'est une onde plane, elle part du point A et elle arrive au point B, et j'aimerais calculer en fait l'amplitude lumineuse qui arrive au point B. Donc ça on l'a déjà fait, donc je vais le faire un petit peu vite pour vous présenter la suite. Donc l'amplitude au point B, l'amplitude lumineuse au point B, c'est une amplitude A0, exponentielle de IK scalaire AB moins oméga t, AB étant le vecteur entre A et B, et K c'est le fameux vecteur d'onde qui intervient dans cette onde monochromatique plane. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer K scalaire AB, c'est vraiment ça qui va être important. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que K et AB, dans la situation, sont collinéaires. Donc on va obtenir que K scalaire AB, c'est K fois AB. Et si on utilise le fait que K, on peut toujours l'écrire sous la forme d'un K0 fois N, K0 étant le vecteur d'onde dans le vide et N étant l'indice du milieu, je peux écrire que K scalaire AB, c'est K0 N AB. Et ça, si je mets le N avec le AB, c'est K0 chemin optique de AB. Et on l'a déjà démontré sur une onde sphérique, là je le fais sur l'onde plane, on peut toujours écrire, si on reste parallèle dans la direction de la propagation de notre rayon lumineux finalement, on peut écrire cette variation de l'onde plane A0 exponentielle I K0 chemin optique AB moins oméga t. Donc ça sera toujours valable tant que AB est parallèle à K, et donc tant qu'on reste sur notre rayon lumineux tel qu'on l'a vu précédemment. On imagine maintenant une situation un petit peu plus compliquée. On s'intéresse maintenant au passage d'un dioptre. Donc ici, on a un dioptre, hop, on change de milieu, on passe d'un milieu n à un indice n', la vitesse de propagation est modifiée, et là, clairement, elle est ralentie, l'onde a plus de mal à se propager, donc les fronts d'onde se resserrent. On a une vitesse ici c sur n', qui va être plus petite que c sur n, et donc n' plus grand que n. Et maintenant, je voudrais calculer ce qui arrive au point C. Donc l'amplitude au point C, elle va avoir un peu cette forme-là, ça va être un A0 exponentielle I. Ici, il va falloir que je mette la bonne phase, moins oméga t. Pour trouver cette phase, en fait, la technique, c'est juste de dire, je vais me propager de A à B, et puis après de B à C. Donc on va écrire que cette propagation, c'est le vecteur d'onde K à B dans cette zone-là, et puis ici, on a un nouveau vecteur d'onde, c'est K', et on va de B à C, donc on fait K', BC. Et ça va me donner le terme de phase que je dois mettre ici. Donc, pour exactement les mêmes raisons qu'ici, on va écrire K
K et AB sont collinaires, K' et BC sont collinaires. Donc je vais remplacer K scalaire AB par K fois AB et K' BC par scalaire BC par K' BC. Et je vais remplacer à chaque fois notre K par K0 fois l'indice. Donc j'ai K0 NAB plus K0 N'BC. Et j'obtiens que c'est finalement K0 fois le chemin optique de AB plus K0 chemin optique de BC. Et je peux mettre les deux chemins optiques ensemble et j'obtiens K0 chemin optique de AC. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est que le terme de phase, ici, finalement, ce sera toujours K0 fois le chemin optique quand on suit un rayon lumineux. C'est vraiment un résultat très important. Alors, je vais quand même aller un petit peu plus loin, parce que là, c'est pas encore très juste ce que j'ai écrit, puisque c'est un phénomène de réflexion et de réfraction qui a lieu au niveau d'un dioptre. Donc, mon onde, elle va être en partie réfléchie et en partie réfractée. Donc, quand je vais écrire l'amplitude qui arrive au point C, une partie de l'amplitude va être perdue par réflexion et juste une partie va être transmise par réfraction. Donc là, il va falloir que je calcule le coefficient de transmission, ce qu'on ne va pas faire dans ce cours, mais c'est important de le prendre en compte. Ici, je vais être obligé de multiplier l'onde qui a traversé mon dioptre par le coefficient de transmission qu'on note le plus souvent T. Alors, il faut faire attention parce que ici, on note le coefficient T, et ici, j'ai mis T pour le temps. Donc là, il y a ambiguïté. Quand on se parle entre nous, on sait que T, ici, c'est le temps, et ici, c'est le coefficient de transmission. Mais si vous faites des calculs et que vous les menez à bout, je vous conseille de noter le coefficient de transmission différemment, alpha T par exemple. Mais c'est assez classique de faire ce petit, cette façon d'écrire T ici pour le coefficient de transmission et là-haut pour le temps. Donc, je l'ai fait un peu exprès, histoire de vous présenter ça. Alors ensuite, qu'est-ce que ça donne? Ça donne finalement que l'amplitude qui arrive au point C, c'est donc ce coefficient de transmission A0 exponentielle I K0 fois le chemin optique moins oméga T. Et ça, ce sera valable naturellement si vous restez le long d'un rayon lumineux lors d'un passage d'un dioptre. Alors on va mettre tout ça de côté, pas très longtemps, parce qu'on va en avoir besoin tout de suite, mais je vais vous rappeler maintenant une définition fondamentale de l'optique géométrique, le stigmatisme. Alors pour cela, j'ai besoin de vous introduire deux notions. Le système optique. Donc un système optique, c'est très simple, c'est un ensemble de surfaces qui vont réfléchir la lumière, comme les dioptres ou les miroirs, puisque les dioptres, n'oubliez pas, ça fait aussi de la réflexion, et donc qui réfléchissent ou qui réfractent la lumière, les dioptres. Donc ensemble de surfaces qui réfléchissent ou réfractent les rayons lumineux, pour être clair. Ça, c'est ce que j'appelle un système optique. À cela, on ajoute une petite chose, système optique centré. Un système optique centré, c'est un système optique, mais qui possède un axe de symétrie de révolution. Ça veut dire que si je prends un axe, je vais le faire comme ça, et que je tourne autour de cet axe, j'ai la même propriété de mon système optique. Donc cet axe de révolution, on l'appelle l'axe optique, et vous connaissez déjà pas mal de systèmes optiques avec optique centrée. Ça va être les miroirs plans. Un plan, forcément, on peut mettre un axe optique où on veut, puisque quand je parle de miroir plan, c'est un plan infini. Donc on peut mettre un axe optique où on veut et on aura une symétrie en tournant autour de cet axe. Mais si l'axe est perpendiculaire au plan, comme ça, voilà. Et puis miroir sphérique, dioptre, sphérique, lentille, ça ce sont également des systèmes optiques centrés. Maintenant une définition un peu plus compliquée. Le stigmatisme. Alors avant de vous présenter le stigmatisme avec une définition plutôt précise, je vais juste vous la rappeler puisque c'est quelque chose d'optique géométrique et je pars dans ce cours dans l'idée que vous avez déjà fait un cours d'optique géométrique conséquent et que vous savez ce que c'est que le stigmatisme. Mais là ici je le rappelle. Imaginons donc qu'on a ici un système optique. Si on met un objet une source de lumière qui diffuse de la lumière dans toutes les directions, on appelle ça un objet en optique géométrique. Et si on met un point objet ici et qu'il envoie des rayons, que tous ces rayons, une fois qu'ils ont traversé le système optique, convergent par exemple en un point A', on va appeler A' l'image. Et si pour tous les points A possibles, partout autour du système optique, on a un unique point A', on dira que le système est stigmatique. Alors d'une façon un peu simple, c'est une bijection. Si on prend un point objet, on obtient un point unique image sur lequel tous les rayons passent. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, et ça vous le savez, puisque là j'ai fait un système optique déjà qui n'a aucun sens, mais j'ai fait converger mes rayons réellement en A', mais il y a une autre situation. On peut imaginer un système où les rayons partent
du point A, et lorsqu'ils touchent le système, ils ressortent du système optique en semblant provenir d'un point A'. Donc là, la différence, c'est que les rayons ne vont pas réellement passer par A', mais ils vont sembler provenir de ce rayon A'. Donc là, c'est ce qu'on appelle de ce côté-là une image réelle, les rayons passent réellement par A', alors qu'ici, on va appeler ça une image virtuelle, puisque les rayons ne passent pas réellement par A'. Ça, c'est une définition simple pour un système. Parce que quand on commence à empiler plusieurs systèmes les uns les autres, il faut faire attention avec cette notion d'image réelle et d'image virtuelle. Ok, donc maintenant on en vient à la définition du stigmatisme. Le stigmatisme rigoureux, tous les rayons qui partent, qui issus d'un point A ou semblant provenir d'un point A, puisqu'on a le cas réel ou virtuel, et passant par le système optique, convergent en un point A' ou semblent provenir d'un point A', pour le cas réel et le cas virtuel. Donc ça veut dire vraiment, c'est cette sensation de bijection. J'ai un point objet, j'ai un seul point unique image sur lequel va passer tous les rayons. Ça ne veut pas dire qu'ils s'arrêtent. Hein. Encore une fois, ça c'est aussi quelque chose que je vois parfois dans mes étudiants. Les rayons ne s'arrêtent pas en A', hein, ils continuent. Là, c'est vraiment exactement ce qui se passe là. Hein. Et là, ils semblent provenir de A', mais en fait, mes rayons divergent ici. Hein. Ils divergent du point A'. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va prendre cette notion de stigmatisme et on va la relier avec le principe de Fermat. Ah oui, juste une chose intéressante à rappeler, c'est que vous connaissez déjà des systèmes qui sont considérés comme stigmatisme, pas du stigmatisme rigoureux la plupart du temps, mais du stigmatisme approché, par exemple les miroirs sphériques, les dioptres sphériques, les lentilles, mais il faut se placer dans certaines conditions pour avoir ces conditions de stigmatisme, ce sont les conditions de Gauss, j'y reviendrai dans une petite vidéo juste après celle-là. Alors, on va s'intéresser maintenant au lien entre le stigmatisme et le principe de Fermat. Donc, pour un peu simplifier les choses, ici, j'ai choisi de vous dessiner une lentille convergente, mais ce que je vais dire, c'est valable pour tous les systèmes stigmatiques naturellement. J'ai un objet A et j'ai une image A'. Donc, tous les rayons qui vont partir de l'objet A vont, une fois Donc maintenant, nous allons regarder le lien qu'il y a entre le stigmatisme et le principe de Fermat et les conséquences que ça a pour l'optique ondulatoire. Donc pour simplifier les choses, ici j'ai pris un petit dessin de lentille convergente, mais tout ce que je vais dire va être valable pour tous les systèmes stigmatiques. On a donc un objet A et une image A', et tous les rayons qui vont partir de A et traverser notre système vont converger ou passer par le point A', le point image. Ça, c'est ce que nous dit le stigmatisme. Alors, prenons plusieurs exemples. On peut prendre le rayon qui passe par le centre. Je vais l'appeler le rayon 1. Très bien. On peut prendre un autre rayon. Ce rayon 2, il est passé par le système. Donc, il va rentrer ici. Il va traverser le système. Et puis, il va arriver ici en A'. Alors, exactement ce qui se passe ici, on ne le sait pas trop. Mais on sait que, d'après le principe de Fermat, de là à là, je vais aller en ligne droite. Puisque je suis dans un milieu homogène. Donc, je vais en ligne droite de là à là. Je vais en ligne droite de là à là. Et voilà. La lumière va sous forme de segments d'un point à l'autre dans des milieux homogènes. Puis j'en prends un troisième, voilà, toujours la même histoire, je vais de là et jusqu'ici. Très bien, alors donc le stigmatisme, tous les chemins vont être empruntés, il existe tous les chemins, une infinité de chemins, celui-ci, mais tous les chemins intermédiaires, un chemin qui pourrait être à côté du chemin 1, qui passe un tout petit peu dessus, un tout petit peu en dessous, etc. Très bien. Alors rappelons maintenant le principe de Fermat. Le principe de Fermat nous dit que la lumière va emprunter tous les chemins stationnaires qui sont à sa disposition. Mais alors ça veut dire que tous ces chemins qui sont empruntés et qui partent de A et qui vont jusqu'à A', sont des chemins stationnaires puisqu'ils sont partis de A et qui sont allés jusqu'à A'. Le principe de Fermat doit être vérifié. Et c'est vrai, tous ces chemins vont être des chemins stationnaires et ici des minimums. Ça a une autre conséquence, c'est que si je prends ce chemin, ici le chemin 1, et que je prends un chemin un tout petit peu à côté de celui-ci, les deux vont être stationnaires puisqu'ils sont tous les deux empruntés. Mais ils sont très proches. Lequel est le plus grand ? Et en fait, la seule solution, c'est qu'ils soient parfaitement de même taille. Puisque sinon, il y en a un qui serait plus grand que l'autre, l'autre serait donc un minimum, et l'un serait pris et pas l'autre, d'après le principe de Fermat. Donc là, la conséquence, c'est que tous les chemins, le chemin 1, le chemin 2 et le chemin 3, ont tous exactement le même chemin optique. Donc voilà, vous prenez n'importe quel chemin optique entre A et B, n'importe quel rayon lumineux qui part de A et qui va jusqu'à A', entre A et A', qu'on prenne le chemin 1, le chemin 2 ou le chemin 3, ces trois chemins doivent être parfaitement identiques au niveau du chemin optique.
Parce qu'en distance, naturellement, c'est clairement pas le cas. Alors sur une lentille convergente, ça se comprend assez bien, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. En réalité, ici, on voit très bien que ce rayon-là est le plus court en distance. Mais on passe plus de temps à l'intérieur de l'indice élevé. Or là, on va faire un chemin plus grand, mais on va passer moins de temps dans l'indice le plus court. Donc finalement, le temps qu'on perd à faire cette distance-là dans ce milieu ici, en fait, il va être compensé par celui qui est ici. Par les deux côtés qui vont être plus longs. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'un système stigmatique, finalement, on ne peut pas prendre n'importe quelle forme. Sinon, on ne respecte pas le principe de Fermat. Et donc, il n'y a plus de stigmatisme. Ça va avoir une conséquence vraiment importante, et là je reviens sur ce que je vous ai présenté au début. On va essayer de suivre l'évolution de notre onde le long du rayon 1, le long du rayon 2 et le long du rayon 3. Donc imaginons que je veuille calculer, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'amplitude lumineuse qui part de A et qui arrive en A'. Donc si je fais ça, voilà, je dessine mes ondes. Alors là, j'ai mis des ondes très peu serrées, puisque là, on va à une certaine vitesse. Et à l'intérieur de mon système, là, l'indice est plus élevé, donc mes fronts d'onde vont se resserrer et puis ils vont se redilater de l'autre côté. Puisque la vitesse va être la même de ce côté-là et de ce côté-là, si je prends vraiment une lentille. Alors, qu'est-ce que je peux dire? L'amplitude qui va arriver en A' et qui part de 1, qui voyage selon le rayon lumineux 1, il va être proportionnel à exponentielle de i k0, chemin optique entre A et A', en 1, moins oméga t. Ça, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Exactement la même chose, on a vu qu'on pouvait l'écrire de cette forme. J'ai retiré les facteurs ici, parce qu'effectivement, ici, il y a une transmission, et ici, il y a une autre transmission, donc il faudrait prendre en compte ça, mais ça ne m'importe pas. L'amplitude de mon amplitude lumineuse ne m'intéresse pas, c'est vraiment la partie phase, c'est cette partie-là qui m'intéresse dans le discours que je suis en train de vous tenir. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'intéresser au chemin 2. Le chemin 2, je vais faire pareil. Je vais partir d'ici, il va arriver jusque là, donc on y va. Là-dedans, il va se comporter comme localement, ça va se comporter comme une onde plane, et puis ici, localement, comme une onde plane, donc on va pouvoir propager comme ça. Et si j'écris les choses, l'amplitude selon finalement le rayon 2, elle va s'écrire sous la forme d'exponentielle ik0, chemin optique AA'2, moins oméga t. On va en fait calculer le chemin optique jusque-là. Puis ici, on va rester collinéaire au vecteur d'onde dans cette direction-là. Puis ici, on va rester collinéaire au vecteur d'onde jusque-là. Donc en fait, on va vraiment trouver exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on peut prendre le troisième, pendant que j'y suis. Voilà, donc je refais la même manip. Voilà, mes fronts d'onde ici. Hop, je les inscrive là. Et puis, j'obtiens ça. Mais alors, ce que nous dit le principe de Fermat, quand on l'applique, c'est que ce chemin optique-là, il est le même que celui-ci, il est le même que celui-ci. Donc tous ces chemins optiques sont égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phase ici, de mes trois rayons, est parfaitement la même. Exactement le même terme ici, ici et ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un système stigmatique, si on prend l'objet et l'image, si les rayons sont en phase au moment de départ de l'objet, ils vont arriver tous en phase, c'est-à-dire qu'ils vont tous avoir la même phase, naturellement pas celle du départ, mais la phase à l'arrivée, ils vont tous avoir la même phase. Et ça a une conséquence vraiment importante. Finalement, on peut le dire autrement, les systèmes stigmatiques ne rajoutent pas de déphasage à mes rayons lumineux. C'est vraiment très important. En fait, il y a un petit phénomène d'interférence qui a lieu là, puisque toutes mes ondes arrivent ici en phase, donc elles vont s'additionner et on va retrouver une intensité importante. Alors, je rajoute quand même des petites choses pour que vous soyez un peu plus au clair. Vous voyez bien que par contre, ici, j'ai pas mis les facteurs, les coefficients de transmission, mais ce ne seront pas les mêmes. Puisqu'ici, on arrive en incidence normale, ici, on arrive avec une incidence différente, et là aussi ici. Donc là, par contre, les termes ici, les transmissions, ne sont pas les mêmes. Et ça va avoir effectivement une influence. Ça, c'est une première remarque. Et en fait, comme tous mes rayons vont converger au point A', on peut retracer l'onde. En fait, on va avoir comme une onde sphérique qui va cette fois-ci converger vers le point A'. C'est vraiment une vision qui est tout à fait vraie. L'onde va finalement partir avec une forme sphérique. Elle va se propager à l'intérieur ici sous une forme qui est compliquée et sur laquelle je ne donnerai pas de détails. Mais quand elle va ressortir, elle va finalement reconverger sous la forme d'une onde sphérique vers A'. Ça, c'est une vision qui est très bonne. Là, ça donne vraiment la sensation, enfin vraiment les fronts d'onde, la forme des fronts d'onde qui vont reformer une image. Encore une fois, dans un cadre de stigmatisme parfait, rigoureux. Alors, à quoi ça va nous servir tout ça? Ah oui, ça c'est une bonne question. Je reviens sur ce qu'on a dit. Un système stigmatique n'ajoute pas de déphasage entre objet
entre l'objet et l'image. Donc on va s'en servir de deux façons. Deux façons principalement, en TP, hein, surtout quand on va faire des manips, mais aussi quand on va faire des calculs, ça va avoir une importance quand on s'intéresse au montage, pour faire des interférences ou de la diffraction. On va avoir besoin de ces notions. Alors en particulier, si je veux faire un faisceau de rayons parallèles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une source ponctuelle monochromatique, et je vais la mettre au foyer d'une lentille convergente. C'est exactement ce que je vais faire. Les rayons, donc l'onde va sortir, ça va être une onde typiquement sphérique, et quand elle va passer à travers ma lentille, ça ne va pas rajouter des phasages jusqu'à la position de l'objet, de l'image. Mais l'image, elle est où ? Si je mets un objet au foyer d'une lentille, l'image est à l'infini sur l'axe optique, par définition. C'est la définition exacte du foyer image, du foyer objet. Je vais y arriver. Le foyer objet, c'est l'objet pour lequel l'image est à l'infini sur l'axe optique. Donc ça veut dire que mon image, elle est à l'infini, très très loin, très très loin, très très loin. Donc ça veut dire que là-bas, les rayons sont en phase. Mais comme les rayons sont extrêmement loin, en réalité, mon onde, c'est comme si elle était plane tout le long et qu'elle allait jusqu'à ce point-là. Là, je ne vais pas étaler plus là-dessus, mais j'espère que ça se comprend assez naturellement. On va regarder maintenant une autre utilisation. Donc ça me permet en fait de créer une onde plane pratiquement monochromatique en faisant ce type de montage. Et puis, l'autre type de montage qu'on va avoir besoin, c'est regrouper des faisceaux. Donc, si j'ai un faisceau parallèle et que je veux le faire converger en un point, si je mets une lentille, ces rayons vont tous converger ici. Et s'il y avait une différence de phase entre ces deux rayons, ici, je vais la retrouver, puisque mon système sigmatique ne va pas rajouter des phasages. Donc, il va conserver les déphasages déjà existants. Hein. Ça veut aussi dire ça. S'il y a déjà un déphasage entre mes deux rayons, ici rouge, je vais retrouver exactement le déphasage ici. Par contre, ici, ils sont spatialement pas au même endroit. Ici, ils vont être au même endroit. Donc ici, je vais les regrouper et éventuellement les faire interférer. Et pareil, si vous prenez un faisceau de rayons parallèles ici, ils vont converger en un foyer secondaire. Hein, ça, c'est une propriété des lentilles convergentes, enfin des systèmes sigmatiques en général. Ici, on va converger vers un foyer secondaire. Ça va me permettre de faire interférer finalement tous ces rayons en un seul point, ici A, sans rajouter de déphasage. Donc le déphasage acquis, on va le conserver, mais les déphasages, la lentille ne va rien rajouter comme déphasage. Et ça va nous permettre de faire techniquement des mesures sur les interférences et la diffraction.